Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre conférence du Hub créatif de Verviers, initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège. Merci de nous avoir rejoints si nombreux ce matin. Alors, cette rencontre conférence veut résolument tourner vers le partage d'expériences. Nous savons tous que dans un monde en permanente évolution, développer un projet n'est pas simple. Pour ce faire, en fait, les porteurs de projets doivent souvent allier leurs propres talents avec les talents de leurs collaborateurs. Et ce matin, nous avons voulu nous poser la question de savoir quels sont les leviers qui permettent aux porteurs de projets d'utiliser au mieux leurs talents et ceux de leurs partenaires pour développer leurs propres projets. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons croiser les regards, comme nous aimons le faire dans les rencontres de Liège Créative et du Hub Créatif de Verviers, avec l'intervention de Urbain Hortmans. Urbain est directeur de Vedia depuis plus de 30 ans. Il a une forte expérience dans le développement de projets au sein d'un média. Nous allons croiser son regard avec Jean-Marc Deukart, fondateur de Nearly, une start-up dans la réalité virtuelle. Et nous terminerons par le regard de David Talavekos, coach mental dans le monde de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je vais vous parler d'une aventure qui dure depuis 30 ans. Quand je me souviens du premier contact que j'ai eu à l'époque avec Télévestre, c'était un soir pour éventuellement être engagé, un soir dans une maison qui était quasiment hantée et où il n'y avait pas de studio de télévision. Je pensais que c'était expérimental et puis 30 ans plus tard, je suis toujours là et l'expérimentation, elle s'est développée et elle a permis de doter notre région d'un bel outil avec aussi une valeur technologique. Quand je vois les mots que vous avez partagés au niveau des talents, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, il y a un mot qui me plaît beaucoup, c'est celui de don, parce que c'est vrai que les talents, ce sont des cadeaux qui sont faits à chacun d'entre nous. Nous avons des talents très différents et ils sont tous équivalents. Il n'y en a pas de meilleurs que d'autres, il faut simplement les identifier. Quand on lance un projet, je vais d'ailleurs directement partager, si vous le voulez bien, je fais ça directement, comme ça. Quand on lance un projet et qu'on démarre une entreprise, comme je l'ai vécu il y a des années, les premières choses auxquelles on s'intéresse, c'est le produit. Alors nous, c'était évidemment la crédibilité d'un média qui commençait à apparaître sur le territoire de l'arrondissement de Verviers. C'est l'infrastructure, les équipements, c'est le public auquel on s'adresse, ce sont les finances. Et puis on s'aperçoit finalement, quand on est un jeune entrepreneur d'une petite entreprise, que l'idée que le management et le management des personnes vient après est une idée totalement fausse et totalement dangereuse. J'étais d'abord journaliste, avec le temps, je suis devenu un manager et je dois vous avouer qu'il m'a fallu bien du temps pour me construire et que cette construction est très loin aujourd'hui d'être terminée. Parce que manager les personnes, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est une priorité. Alors, par rapport à cela, pour manager des talents, il y a des techniques. Et je me suis aperçu personnellement, je devais travailler cette posture de manager quand j'ai eu, il y a quelques années, un problème dans mon équipe, comme ça arrive partout, un conflit entre deux personnes, et puis vous vous apercevez que vous, en tant que manager, vous n'êtes pas là ou vous n'êtes pas compétent. Et j'ai été à l'époque coaché et aidé par deux personnes que je voudrais citer parce que je leur suis vraiment reconnaissant. C'est Lucienne Maréchal et Christian Paquet qui ont créé, eux, il y a quelques années, l'école des talents. Et je voudrais un peu vous en parler parce que cette expérience m'a permis justement d'assister, d'être l'élève de la première promotion et de me rendre compte qu'il y avait un autre type de management dans l'entreprise, c'était celui des talents. Alors, il y a beaucoup d'outils pour déterminer les talents. Je vais simplement vous proposer un tout petit exercice très rapide parce que le but, ce n'est pas de faire l'exercice, vous pourrez le faire chez vous. Si vous avez un papier, un bic, vous pouvez le faire directement. C'est un outil que certainement bon nombre d'entre vous connaissent, c'est le disque qui a été créé il y a déjà presque 100 ans par un Américain qui s'appelait Clark. Et le disque, ce sont 4 curseurs avec 4 traits de caractère. Vous voyez, la dominance, l'influence, la stabilité, le conformisme. Alors, le disque, au départ, ça permet de déterminer le tempérament le plus important chez une personne. Ce qui est intéressant, c'est de croiser les quatre curseurs avec le plus et le moins.
et d'essayer, et c'est un outil qu'on peut utiliser assez rapidement, de voir dans ses interlocuteurs ou chez soi-même, quels sont les traits de caractère qui sont les plus dominants. Est-ce que vous êtes justement plus directif? Est-ce que vous êtes motivé par les challenges? Est-ce que vous parlez fort? Est-ce que vous parlez vite? Vous êtes plutôt alors dominant, directif. Si vous êtes dans le I, vous êtes plus ou moins influent. Vous êtes plus diplomate, vous êtes plus relationnel, attaché au réseau. Le S de la stabilité, ça montre des personnalités qui ont besoin justement de stabilité, qui ont besoin d'être rassurées, ou d'autres justement qui aiment plus facilement prendre des risques. Et le C du conformisme, vous l'avez bien compris, ce sont soit des personnes qui aiment plus des structures ou d'autres qui sont moins attachées à ces éléments. Il n'y a pas de trait de caractère meilleur que d'autres, c'est simplement toujours une question d'adéquation. Et la question qu'on se pose, c'est quand on gère des personnes, il faut essayer de comprendre leur langage, la manière dont elles pensent et la manière dont elles s'expriment pour être, vous savez, l'expression « la carte n'est pas le territoire », pour être sur leur territoire, comprendre les choses, parce que si on se place toujours sur notre position, ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'on peut lancer le dialogue. Alors, pour le disque, par exemple, si on cherche à recruter un policier, on aura besoin peut-être d'éléments plus en D et en C, en conformisme. Si on a besoin d'un commercial, le I, l'influence sera plus déterminante. Si on a besoin de quelqu'un qui est expert comptable, par exemple, eh bien, effectivement, la stabilité et le conformisme seront plus ou moins importants. Donc, ça, c'était pour illustrer évidemment le propos, ce n'est pas pour faire le test, et vous trouverez sur Internet ou dans une série de livres des explications très élaborées sur les disques, mais c'est pour vous montrer qu'il existe des outils. Alors, revenons à notre notion de talent. C'est quoi un talent? Un talent, c'est une capacité à réaliser une action de deux manières, avec une facilité naturelle et avec le plaisir de le faire. Facilité naturelle, ça c'est important. Quand vous faites quelque chose et que vous savez, un voyant vert, ça veut dire que vous êtes sur un de vos talents et qu'il faut le cultiver. Parce que c'est ça l'idée de la gestion des talents, c'est de se dire, il est quasiment impossible de nous améliorer dans des domaines où nos talents n'existent pas. Nous avons des talents sur certains points et nous n'en avons pas sur d'autres. Vouloir améliorer les points sur lesquels nous sommes faibles, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue. Allons plutôt travailler nos talents, valorisons-les pour avoir plus d'efficience, plus de motivation, de productivité, de créativité. Alors, comment peut-on identifier soi-même les talents? Eh bien, il y a plusieurs manières, évidemment. Il y a pour soi-même le travail d'introspection qu'on doit faire tous les jours par rapport à toutes les situations. Je pense que le coaching est quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à ça. Et David pourra vous expliquer en quoi consiste le coaching et pour ceux qui ne connaissent pas en quoi consiste ces processus. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment à un moment donné se repositionner par rapport à soi-même. Et puis, comme je vous le disais, des outils qui permettent de découvrir nos points forts et ceux des personnes avec qui nous travaillons. Il y a de nombreux outils. Et mon rêve dans mon entreprise, c'est de pouvoir, et j'y arriverai parce que ça fait vraiment partie de mes objectifs, de pouvoir justement utiliser ces différents outils avec tous ceux qui sont volontaires, et je ne doute pas qu'ils seraient nombreux, et à un moment donné, pouvoir échanger justement les résultats de ces outils pour comprendre. Je le fais déjà avec quelques-uns de membres de mon équipe et on comprend mieux comment les autres fonctionnent et on peut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Alors, un exemple, puisqu'on parle de Vedia, un exemple de l'utilisation des talents. Nous sommes aujourd'hui une télévision locale dont la spécialisation, une des spécialisations, ce sont les studios virtuels. Donc, vous voyez, pour expliquer rapidement, c'est le fond vert de la météo, mais la météo, c'est de la 2D. Nous, on est dans des décors virtuels 3D, donc ce sont des technologies beaucoup plus pointues. Et quand on est arrivé au studio virtuel, parce que nous étions dans notre ancien bâtiment, trop exigu au niveau des studios. Et donc, mon équipe à l'époque, on est en 2008, vient de trouver en me disant il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on s'équipe en studio virtuel. Les membres de mon équipe qui arrivent et qui viennent me parler de ce projet sont des gens qui ont des talents de réalisateurs, au propre comme au figuré, des talents de créatifs. Ce sont des gens qui savent imaginer le futur, ce sont des futuristes
Donc, ils partent avec une proposition qui se base sur leur talent. Ils n'ont pas les compétences. En 2008, à Télévesque, on n'a aucune compétence en décor et en studio virtuel. Il a fallu des années avec un premier système pour que ces compétences petit à petit puissent s'acquérir. Les talents précèdent les compétences. C'est important aussi dans le recrutement parce que les talents, ça ne change pas, les compétences, ça s'acquiert. Et lorsque nous avons décidé de nous équiper d'un nouveau studio virtuel en 2018, je me souviens du patron de la société Dreamwall, Thibaut Barras, qui m'a dit, écoute, habituellement, c'est une technologie assez élaborée, on ne travaille pas avec les télévisions locales, mais vous, on va le faire parce que vous, nous savons, vous avez les compétences. Donc, c'était parce que les talents s'étaient d'abord manifestés et que je les avais écoutés, l'écoute active, extrêmement important, qu'à un moment donné, nous avons pu nous lancer dans ces projets qui font que nous sommes aujourd'hui extrêmement développés sur ce terrain et extrêmement compétents et qu'on partage nos compétences avec d'autres télévisions locales. Donc, je reviens un peu en arrière, manager les talents, c'est vraiment changer la vision que l'on peut avoir des choses. Je ne cherche pas les points faibles de mes collaborateurs, je ne cherche pas mes points faibles, ou en tout cas, si je les identifie, je les mets de côté. Je ne les cherche pas pour les améliorer, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Un exemple, j'ai pendant 30 ans travaillé avec notre expert comptable qui était dans le bureau voisin du mien. C'était une personne introvertie, très organisée, qui faisait un travail remarquable, qui n'aimait pas du tout le contact, qui n'aimait pas parler en public, qui n'aimait pas d'échanger. Et chaque fois, aux entretiens d'évaluation annuels, je disais, mais pourquoi ne vas-tu pas plus vers les autres? Elle me disait, je suis très heureuse et je n'ai pas de problème par rapport à ça. Pour moi, ça me semblait le bagne. Pour elle, le bagne, c'était ce que je faisais, communiquer, parler en public, avoir des contacts, faire du réseau. Chacun est sur sa zone de talent et chacun doit la développer. Le but, donc, c'est de focaliser sur les points forts des autres et de soi-même et d'essayer, à un moment donné, de porter les gens justement vers le haut sur base de leur talent. Alors, quand on est dans cette optique, quand on est dans cette vision du management par les talents, on passe d'un univers qui est celui de l'intelligence statique à celui de l'intelligence dynamique. Vous voyez ici le tableau, je ne vais pas vous le détailler, mais vous voyez vraiment que sur l'intelligence statique, on est toujours dans une position défensive et de repli. Et à un moment donné, c'est parce qu'on va chercher les gens sur des points sur lesquels ils ne sont pas forts, qu'ils n'aiment pas. Je vous rappelle le plaisir de développer ces talents, c'est extrêmement important. Donc, à un moment donné, ce n'est pas évident pour eux et ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas valorisant. Par contre, si on développe les talents, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. J'essaie, par exemple, vous allez me dire que ce n'est pas ça parce qu'il y a des travaux dans une entreprise, il y a toute une série de compétences, il y a toute une série de tâches à faire, il y a toute une série de projets à mener. Eh bien oui, le management par les talents, c'est aussi évidemment partir avec cette optique dans le recrutement. Il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et donc, quand je recrute, j'ai changé fondamentalement ma manière de recruter depuis quelques années. Avant, je m'attachais aux compétences, un bon curriculum, et puis ça ferait l'affaire au début. Pas du tout, pas du tout. Prenez du temps à essayer de discerner les comportements, à essayer de voir à qui vous avez affaire, parce qu'il faut voir vraiment s'il y a une adéquation entre le profil de la personne qui vient pour travailler dans votre entreprise et ce que vous allez lui demander. C'est vraiment une question de dynamique, une question d'efficience. Je poursuis avec un dernier outil en démonstration et qui est un outil que j'aime beaucoup, ça s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilst et c'est un outil qu'on peut appliquer à soi-même et qu'on peut appliquer aux autres. Robert Dilst est un psychologue américain et qui a déterminé en chacun de nous une série de niveaux qu'il appelle donc les niveaux logiques. Et les niveaux logiques, en fait, ils sont au nombre de 7, ils arrivent au sommet à la mission de vie, on part de la gauche, et le principe, c'est que quand vous avez des objectifs à atteindre, quand vous avez une situation à résoudre, quand vous entrez dans cet outil, il faut toujours, là où vous focalisez sur le point à traiter, qui mérite d'avoir des solutions, c'est sur l'étage supérieur qu'il faut agir pour justement trouver des solutions à l'étage inférieur.
Alors, si on parcourt rapidement ce schéma, on part de l'environnement, où, quand, avec qui, quel contexte. C'est vraiment les questions d'ailleurs du journaliste. L'environnement, c'est effectivement le cadre où les choses se passent. Au-dessus, on arrive au comportement. Quelle est l'action désirée? Quels sont les objectifs à atteindre? Quels sont les choix à faire? Quelle manière faut-il utiliser pour le comportement? À partir du moment où vous avez déterminé justement les réponses à cette question, vous passez à l'étage supérieur, ce sont les capacités. À partir du moment où vous savez quels sont les comportements, mais comment vas-tu faire cela? Est-ce que tu as les moyens de faire ça? Quel serait ton plan? Quelles sont les ressources dont tu as besoin? On monte à l'étage suivant au niveau des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce que tu crois par rapport à tes objectifs? Plus haut, c'est le niveau des rôles. Quel est ton rôle? C'est quoi ton drapeau? C'est quoi ton armure? Je vais très vite, hein, parce qu'on a un quart d'heure, mais on pourrait développer ça beaucoup plus longtemps. Ensuite, vous passez à l'identité. Qui es-tu? Alors, on peut passer dans des métaphores, un personnage, un animal, un objet, un pays. Et puis, vous arrivez à la mission de vie. C'est quoi ta mission sur cette terre? Quand vous faites l'exercice avec quelqu'un, ça le fait toujours sourire quand on pose cette question qui paraît un peu bateau. C'est quoi ta mission sur terre? Tu veux laisser quoi comme trace? Mais quand les gens font avec authenticité, sincérité cet exercice, ils en sont très contents après parce que souvent ils disent oui, c'est vrai que je prends très peu souvent le temps de me poser, de me demander c'est quoi ma mission de vie. Et vous voyez vraiment la mission de vie, vous êtes là, pourquoi sur cette terre? C'est très lié à vos talents, très lié à vos talents. Alors, quand vous avez fait ce chemin vers le haut, vous repartez vers l'autre côté et à partir du moment où vous avez déterminé votre mission de vie, tout découle évidemment. Mais pour cette mission de vie que vous venez de déterminer, c'est quoi votre identité? Qui devez-vous être pour accomplir votre mission de vie? Quel est celui qui accomplit cette mission de vie? Et puis, pour accomplir cette mission, quelle armure, quelle casquette devez-vous mettre? Ce sont les rôles. On passe ensuite aux croyances, aux valeurs. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à cette identité, par rapport à ce rôle que vous devez tenir? Qu'est-ce que vous devez croire pour arriver à remplir votre mission de vie? Quelles sont les croyances qui vont vous limiter par rapport à ça? Il faut identifier les croyances et les valeurs qui sont en adéquation avec la mission de vie. Ensuite, on passe aux capacités, au comportement et à l'environnement. Et à un moment donné, vous voyez très rapidement si, par exemple, dans votre travail, vous êtes en adéquation avec votre fonction. Cet exercice, il est imparable. Hein. Il est imparable. Vous voyez très rapidement si vous êtes en adéquation avec le job que vous faites. Et si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions et de voir si on peut en changer. Je pense que ce qui est aussi très intéressant à faire, et ce sera pour terminer peut-être ma conclusion, c'est que cet outil qu'on utilise pour les personnes, moi je dis toujours qu'il faut aussi l'utiliser quand on a une entreprise pour son entreprise et faire le jeu des niveaux logiques de Robert Dills pour son entreprise et voir à un moment donné si nous partageons les valeurs de l'entreprise que nous créons et si nous partageons sa mission de vie. Ça permet aussi de faire un beau travail d'introspection qui permet justement de voir si on est vraiment dans le cadre des talents et de leur réalisation. Alors, pour terminer, dernier mot, au quotidien, c'est quoi le management par les talents? C'est obtenir de chacun des membres de notre équipe qu'ils atteignent l'autonomie. C'est essentiel. Quand les gens sont autonomes, quand ils sont conscients qu'ils ont de l'autonomie, ils trouvent de la motivation, ils trouvent du sens à leur action et c'est ça qui leur permet d'avancer. Donc, au quotidien, ça veut dire des feedbacks permanents, ça veut dire faire grandir son équipe avec des formations, du coaching, du mentoring, avec la validation des acquis. C'est impliquer son équipe dans les processus de décision, donner plus de responsabilités et ça n'empêche pas qu'il y ait dans l'entreprise une autorité, mais il faut laisser des plages justement où chacun peut se développer, demander des avis, écouter activement, accepter les remarques, accepter les critiques. Ça peut paraître énergivore et ça peut paraître au quotidien prendre beaucoup de temps. Moi, je suis persuadé que quand on travaille sur le management des talents et quand on travaille sur la collaboration et sur l'intelligence collective entre les personnes, on arrive à de bien meilleurs résultats rapidement. Et tout ce qui était au début, représentait les éléments essentiels comme le produit, comme le marché, comme le développement, comme la stratégie, tout ça
peut vraiment être valorisé par une écoute active de l'équipe et une meilleure connaissance de soi. Voilà, j'essaie d'être rapide, évidemment, un quart d'heure c'est court. Vous avez tout à l'heure l'occasion de poser des questions, n'hésitez pas à le faire et je serai ravi d'y répondre. Merci d'emblée à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci Karine et Urbain pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler de mon expérience en tant que gestionnaire, que manager, mais aussi en tant qu'employé, à travers justement comment est-ce que dans le cadre de Nearly, on a pu aborder ce thème des talents. Alors, moi, comme vous voyez ici, là, j'ai 8 ans. Hein. Mon talent à l'époque, c'était de jouer foot. Je pensais que c'était un de mes seuls talents. Et toute modestie gardée, je pense que maintenant, je me connais un peu mieux pour pouvoir effectivement, comme disait aussi Urbain, cibler quel est mon talent. Et actuellement, en tout cas, mon talent, c'est d'arriver à créer des entreprises. Donc, en 2014, j'ai créé Nearly, donc c'est dans la réalité virtuelle dans l'immobilier. Je viens de créer aussi Alpine, c'est une société de consultance pour aider les managers à justement voir la transformation digitale. Et puis, je mets aussi mon énergie au sein d'Elmo, la haute école à Liège, dans le cadre de l'Assemblée générale et aussi le réseau des alumni que j'ai créé en 2015. Tout d'abord, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai pu compter sur différentes rencontres qui m'ont aidé justement dans mieux me connaître. Et je suis vraiment dans cette partie transmission. Donc, avec grand plaisir si je peux aussi aider en aparté. Alors, je me suis dit, tiens, est-ce qu'effectivement, au niveau du talent management, j'ai travaillé aussi chez Proximus et c'est vrai que c'était en 2005. On m'a parlé du talent, je vais dire, d'un point de vue à l'époque très formalisé, très focalisé sur effectivement les grandes théories, en tout cas dans mon cas. Et puis, je me suis dit, peut-être ici, c'est l'occasion aussi de mettre en avant quelques mythes et quelques faits. Évidemment, ce n'est qu'une grille de lecture, ce n'est que mon passé. Et évidemment, ça peut ouvrir des discussions, donc prenez-le avec tout le regard que vous voulez. Premier thème, en fait, que je voulais aussi aborder, c'est justement ce mythe. Est-ce qu'il faut se connaître avant de connaître ou de reconnaître les autres? Et c'est vrai que avant de démarrer ma carrière, en ce qui me concerne, moi, j'ai suivi mes études, je pense, un peu par hasard. Je faisais un peu comme tout le monde. On m'avait dit que j'étais bon en maths. J'ai fait maths 8 au collège à Herve. Et puis après, on m'a dit, quand on fait maths 8, il faut faire le commerce. Alors, j'ai commencé le HEC. Et puis, en fait, ce qui a changé quand même fondamentalement dans ma façon de voir les choses, c'est quand j'ai fait un accident en 2001 qui m'a mis en fait, voilà, j'ai fait 15 jours d'hôpital, une semaine de coma, de la rééducation. Et puis, je me suis retrouvé face à moi-même, tout seul. Pour ceux qui connaissent aussi cette solitude des hôpitaux, même si je ne vous la souhaite pas, force est de constater que ça a quand même évidemment changé ma vie. Et j'ai dû me reposer la question, qu'est-ce que je fais bien? Et comme disait aussi Urbain, c'est quoi aussi cette mission de vie? Alors, à l'époque, ce n'était pas du tout ce genre de terme que j'utilisais, mais j'ai commencé à me poser des questions. Et pour faire le lien avec Nearly, c'est que comme dans le début de l'aventure en 2015, au départ, j'étais seul. Et comme vous le voyez ici, notamment à travers l'illustration avec l'équipe sur la terrasse ici, à un moment donné, et même si on est un peu moins pour le moment, on s'est retrouvé justement avec toute une assemblée de personnes de talent autour d'un projet. Et je pense qu'un des premiers éléments, c'est que effectivement, à un moment donné, en tant que manager, en tant que personne, je me suis posé la question, est-ce que j'ai assez de talent pour aller jusqu'au bout de ma mission seule, de mon projet? Évidemment, je me suis très vite dit que ce n'était pas possible parce que déjà, il fallait être développeur, je ne suis pas. Et puis, certains d'entre vous, comme vous habitez aussi dans la région, vous reconnaissez peut-être certains banquiers de chez Belfius. Et donc, il y avait aussi cette nécessité d'avoir des talents, comme le disait aussi Urbain, de personnes qui peuvent faire des choses que vous ne savez pas faire
et de façon parfois 10 fois, 20 fois plus facilement. Et donc, aussi, comme le kiné ici qui est en train de masser Thomas à gauche, c'est aussi de se dire à un moment donné, pour retrouver cette énergie, pour se faire avancer, je pense qu'il faut aussi trouver des talents qui vont au-delà de la société, au-delà de ce côté de la mission de la société qui est effectivement de créer de la valeur, de créer des produits, de créer des solutions. Et puis aussi, dans ce talent en tout cas qui était important, je l'ai dit, c'est aussi de transmettre. Donc, on a eu l'occasion aussi d'accueillir pas mal d'étudiants. Et là, je pense que, pour faire aussi un lien, je pense qu'une fois qu'on a reconnu ou qu'on a été aidé aussi dans cette reconnaissance de quel est son talent, je pense que c'est aussi important de pouvoir le transmettre, mais aussi de transmettre cette vision que oui, on n'a peut-être pas la même façon de travailler que les autres, la même façon de penser, mais qu'in fine, toute considération gardée sur les religions, le côté pédagogique, le côté aussi enseignement de notre société, on peut essayer d'aller voir au-delà du mur et d'essayer de trouver sa propre voie. Alors, peut-être deuxième thème, c'est l'entreprise. Est-ce qu'elles doivent véritablement compter sur des talents complémentaires? Là aussi, pour illustrer, je voulais vous partager aussi justement quel était le statut au départ de Nearly. Donc la photo, en fait, quand en 2015, je me suis dit, on va, et que je commençais aussi à engager Thomas, Antoine et les différents étudiants, on a ouvert sur Google et puis on s'est dit, c'est qui nos concurrents? Et puis on est tombé sur ce genre de graphique où, très sincèrement, si on s'arrête à ça et si on s'arrête aussi aux théories un peu marketing il faut avoir des concurrents, mais il ne faut pas être face au monde entier, on aurait pu s'arrêter. Et pourtant, on s'est dit, non, c'est ça notre mission. Est-ce que toi, Thomas, tu es motivé à développer? Oui. Antoine, tu es motivé à faire de la 3D? Oui. Et Jean-Marc, tu es motivé à ouvrir des portes, les fermer, les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer, jusqu'à ce qu'on te dise oui. Et c'est pour ça qu'on a véritablement continué. Et c'est vrai que ce talent et le talent de chacun, je pense que c'est hyper important parce que force est de constater que, comme vous tous, vous l'avez certainement aussi remarqué, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel, face à des refus, si on n'a pas quelque chose auquel s'accrocher, que ce soit des personnes qui nous aident ou cette force au fond de soi-même, très vite on peut péricliter. Et là, c'est vrai que face, en tant que start-up, à un certain nombre de refus d'investisseurs, des refus de rencontres, ça a été parfois difficile. Et ce qui nous a tous sauvés, je vais dire jusqu'ici, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais c'est justement de pouvoir compter sur le fait qu'on ne se forçait pas. On ne se force pas pour faire ce qu'on est en train de faire. Ici, de partager avec vous, d'entendre aussi les témoignages, c'est quelque chose qui me procure beaucoup d'énergie. Moi, après, je vais être reboosté pendant 3/4 jours et je vais pouvoir aussi travailler nuit et jour sans aucun problème et je le pense très sincèrement. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment important dans tous les projets qu'on peut mener en privé ou en professionnel d'arriver à se poser la question, tiens, est-ce qu'en utilisant ce talent-là, si demain, il m'arrive telle ou telle chose, est-ce que je peux rebondir face à ça? Et c'est vrai que même dans le cadre ici du Covid, je me suis aussi révélé sur le fait que le sport, en fait, était peut-être un talent caché au fond de moi, puisque c'est ça quand même qui, personnellement, m'a sauvé. J'ai fait beaucoup plus de sport et je l'ai fait de plus en plus de manière naturelle. Et c'est ça qui a permis aussi de recréer pas mal d'énergie. Et puis, je dirais, face à ce talent et aux difficultés qu'on peut avoir, c'est de ne pas oublier que l'avion décolle face au vent. Et donc, face aux difficultés, on va être amené de toute façon, comme tout le monde, à tomber, se relever et à apprendre. Et comme on dit, et j'ai noté aussi tout à l'heure, par rapport à cette énergie sans fin, le but finalement dans la vie, c'est de se relever une fois de plus que ce qu'on est tombé. Et je pense que réellement, ce talent, si on peut le trouver
et si on peut être aussi accompagné dans cette façon de l'appréhender, ça peut nous aider aussi justement dans ces moments tendus, et ça va nous faciliter justement toutes les tâches qu'on va pouvoir faire au quotidien. Et un des derniers thèmes que je voulais aussi aborder, et que je me suis posé aussi lors de cette création d'entreprise, c'est est-ce qu'effectivement tout le monde a un talent? Et je dois dire que ce n'était pas évident au départ quand j'ai commencé parce qu'avec toute la bienveillance et aussi tout le bien que les différents collègues de chez Proximus, chez Econocom, donc ce monde IT que j'ai côtoyé, ont eu dans ma vie, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que dès le départ, en fait, on m'avait catalogué en tant que personne comme n'étant pas en adéquation avec l'entreprise. En fait, à l'époque, ils ne cherchaient, pour la petite anecdote, que des universitaires. Et donc, j'avais envoyé quand même mon CV parce que j'avais reçu la demande, parce qu'en fait, j'étais toujours dans les fichiers du HEC. Donc, j'étais toujours dans ceux qui étaient potentiellement intéressants pour Proximus. Et derrière, j'ai postulé, j'ai passé les différentes interviews, et je reste toujours à l'époque un des seuls universitaires, non universitaires, pardon, qui est rentré dans cette case. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir cette opportunité, ça montre quand même que, évidemment, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit croire en vous. Moi, mais les personnes qui m'ont aidé s'appellent Walter, elle s'appelle Sylvie, et il y a d'autres personnes. Et je crois vraiment que c'est fondamental dans notre vie aussi de pouvoir se poser la question de dire, est-ce que les personnes que j'ai autour de moi, est-ce que ma famille, mes amis, et ce n'est pas toujours facile, je l'avoue, font partie des personnes qui vont aussi m'aider à définir mon talent. Alors, ne comprenez pas mal ce que je dis, hein, il ne faut pas fuir ceux qui vont à contre-courant de ce que vous pensez, ce n'est pas du tout le but, mais je pense quand même qu'il faut arriver à se challenger et se dire, tiens, est-ce que le fait de côtoyer cet environnement professionnel, ces personnes, va me permettre aussi de bien me sentir et d'utiliser mon talent. Et pour témoigner, ça n'a pas été facile, mais les dernières années, quand j'ai dû me concentrer sur Nearly, j'ai coupé des ponts avec certains amis parce que justement, j'étais vu comme quelqu'un qui voulait changer les habitudes, tu disais non à certaines choses, mais c'est parce que j'avais un but, j'avais une mission de vie. Et donc, à un moment donné, peut-être que je vais les revoir plus tard dans la vie, mais j'ai dû prendre des décisions qui étaient douloureuses, mais je pense que ça fait aussi partie des choses de la vie. Et donc, je dirais, je vous encourage vraiment, comme Urbain l'a dit aussi, et je pense qu'on va en discuter, c'est de creuser, de poser les questions, d'oser sortir aussi du moule, hein, du moule de la société qui est bienveillant et qui repose sur des choses intéressantes qui ont aussi eu leur bien fondé. Mais je pense aussi qu'à contrario, on est peut-être dans une époque où il faut se reposer certaines autres questions. Et si vous vous rappelez aussi l'image de la petite fille du départ, hein, puisque j'ai aussi des enfants en bas âge, c'est que finalement, je pense qu'on a tous des rêves qui rentrent dans un certain moule, hein. La personne, la petite fille voulait devenir danseuse parce que peut-être on voit que tout le monde ou toutes les petites filles vont devenir danseuses. Mais je crois réellement qu'on doit aller plus loin maintenant, on doit aller plus loin que ce qu'on a fait peut-être aussi sur la crise, hein. Pour donner quand même un petit mot là-dessus, je trouve que moi, ce qui me rend le plus en colère, c'est de se dire qu'on a 11 millions de personnes avec des talents, et je le pense réellement, comme les personnes aussi qui sont au chômage. Et pendant un an, on n'a pas utilisé le potentiel de tout le monde. Et donc, de nouveau, je n'ai pas de recette, je n'ai pas d'ingrédients, je ne critique pas les gens ou les décisions politiques, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, je pense que c'est important ici dans le redémarrage qu'on se dise où est-ce que chaque personne peut mettre son énergie pour bien faire les choses et être rémunérée en fonction aussi pour aussi avoir une vie correcte. Donc, voilà, c'était mon intervention. J'avoue que je n'ai pas regardé le timing, mais j'espère que je suis quand même dans les cordes. Bonjour à tous. Merci Karine, merci Urbain et Jean-Marc
pour ces partages. Tout d'abord, Karine, merci pour cette opportunité de partager un peu de ma passion. Et je voulais dire aussi par rapport à Urba, Jean-Marc, je trouve que vous êtes de beaux exemples, en toute humilité, je dis ça, de leadership, d'innovation. Je pense à Urba avec le studio virtuel, il fallait oser. Et Jean-Marc, avec tes visites virtuelles, je trouve ça génial. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Donc, beaucoup d'audace, c'est aspirant. Donc, voilà, un grand merci. Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Urba. Donc, l'outil DISC, en effet, c'est un bel outil avec une belle finalité, c'est-à-dire l'amélioration de la communication intra-entreprise, mais aussi une meilleure exploitation des talents déjà présents dans l'entreprise. Je vais directement à l'essentiel. Une des solutions, enfin, je pense, une des meilleures solutions pour moi, selon moi, comment développer ses talents au service de ses projets? Eh bien, développer son intelligence émotionnelle. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec l'écran. Donc voilà, développer son intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité de reconnaître ses émotions, de les comprendre et de les gérer. Alors, c'est un professeur de la New York University, Joseph Ledoux, qui en fit la découverte dans les années 1990. Aujourd'hui, le grand spécialiste, c'est Daniel Goleman, un psychologue américain qui a écrit beaucoup de best-sellers. Il est cofondateur du collectif de l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle au centre d'études sur l'enfant de l'Université de Yale. Donc, en fait, ils essayent d'apporter cet accès à l'intelligence émotionnelle dès le plus jeune âge, en fait, aux enfants. Sur la gauche, donc, vous voyez une affiche, c'est ce bouquin qui fait près de 1000 pages, un peu moins. Donc, c'est un peu la Bible de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Au travers de ce livre, il essaie de démontrer l'importance de savoir analyser ses sentiments et émotions, ainsi que ceux des autres, afin d'avoir une vie réussie. Alors, je rebondis sur ce qu'Urba a dit tout à l'heure, que finalement, manager, c'est s'intéresser au comportement des autres. Et là, on se rejoint donc avec cette idée. C'est une compétence essentielle, c'est le meilleur prédicateur de réussite personnelle et professionnelle. On a longtemps surestimé le quotient intellectuel, mais le quotient intellectuel intervient pour 20% dans la tête du succès. Les 80% restants sont, entre autres, l'éducation, le contexte social, le caractère, l'intelligence émotionnelle qui jouent un rôle d'une grande importance. Alors, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel sont deux compétences qui sont complémentaires. La capacité à prendre des décisions qui sont alignées avec nos envies profondes, mais aussi des décisions rationnelles, dépend de notre facilité d'accès à ces deux intelligences. Il est question donc d'allier le cœur à la raison ou la raison au cœur. Un des domaines de compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est la reconnaissance des émotions, qui est indispensable. Tant que nous ne reconnaissons pas nos émotions et que nous n'apprenons pas à les comprendre, nous ne contrôlons pas la situation. Et là, je pense qu'on peut rebondir sur ce que Jean-Marc a dit quand il était à l'hôpital, se poser les questions, faire une introspection et se demander vraiment ce que l'on veut. Bon, ici, on parle d'émotions, mais en tout cas, il y a à un moment donné à se poser des questions. Donc, le rôle principal d'une émotion, d'un point de vue biologique, c'est de favoriser la réalisation d'une action. Et tout à l'heure, Urba a dit, un talent, c'est la capacité à réaliser une action de façon naturelle et avec plaisir. En tout cas, on se rejoint encore une fois. Deuxième domaine de compétence, la maîtrise des émotions, qui permet de rebondir à l'échec. Être capable de gérer ses émotions permet entre autres de se libérer de l'anxiété, de se calmer et de rester concentré malgré le stress. Ici, un outil que je propose à tous mes coachés, c'est de pratiquer la méditation tous les jours, comme un exercice. Vraiment muscler notre esprit à la méditation, afin que ça devienne naturel et d'accéder plus facilement à ce calme. Et pouvoir rester concentré et aussi avoir la possibilité de prendre du recul lors de situations un peu plus complexes. Je reviens sur permet de rebondir à l'échec. On pourrait parler aussi de résilience, mais la résilience mériterait toute une conférence qui lui serait dédiée, tellement c'est intéressant et vaste.
Un autre domaine de compétence, gagner en motivation, poursuivre des objectifs ambitieux. Donc, l'intelligence émotionnelle facilite la persévérance, la maîtrise de soi, la créativité, la productivité et la performance. Ce sont déjà quelques mots, je pense, qui ont été la créativité, peut-être qui a été citée tout à l'heure par rapport à ce que les gens pensaient, le talent, qu'est-ce que ça aspire chez eux. Donc, il s'agit finalement de s'observer, prendre le temps de s'écouter, comprendre ses réactions afin de ne plus réagir de façon automatique. Aristote en parlait déjà. Tout le monde peut se mettre en colère, mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite au moment et durant le temps voulu. Un autre domaine de compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence collective, reconnaître les émotions des autres et les maîtriser. Là, je rejoins encore une fois ce qu'Urbain a dit tout à l'heure, mais je me répète, c'est le fait qu'un bon manager doit avoir envie de comprendre comment fonctionnent les autres membres de son équipe, de les écouter. Et donc, être à l'écoute de soi permet d'être plus sensible aux souhaits et besoins des autres membres de l'équipe, mais aussi de les gérer, ce qui est pour moi un atout de leadership pour les managers, entrepreneurs, peu importe, mais c'est un atout indispensable. Alors, les conséquences de l'intelligence émotionnelle, le leadership, la conscience de soi, l'efficacité, la confiance en soi, sérénité, synergie, créativité, productivité et la communication. Encore une fois, par rapport à l'outil DISC, qui est un outil qui améliore la communication, et bien d'autres outils aussi. Voilà comment aussi améliorer la communication grâce à l'intelligence émotionnelle. Finalement, c'est trouver son talent plus aisément, mais aussi oser le dévoiler et le mettre au profit du projet de l'entreprise. Comment développer son intelligence émotionnelle? Parce que c'est bien beau tout ça. À des outils, Urbain l'a cité, fatalement, je prêche pour ma paroisse, le coaching. Alors, qu'est-ce que c'est le coaching? Parce qu'aujourd'hui, on entend ce mot partout. Cette phrase de Socrate, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », elle définit à elle seule ce qu'est le coaching. Le coaching, c'est un art. C'est une méthode simple, efficace, qui est fondée sur l'écoute active. Ce n'est ni une thérapie, ce n'est pas un conseil et ni même du mentorat. C'est une technique visant l'atteinte d'un objectif. Alors, on va juste parler un petit peu des coachs ICF, donc International Coach Federation. C'est la plus grande association internationale des coachs. Elle représente plus de 30 000 membres. Elle est présente dans plus de 130 pays. Et elle veille aux bonnes pratiques du coaching. Elle assure un suivi, une supervision, mais aussi une formation continue, car tout coach doit continuer à se former en permanence. Mais je pense que ça, c'est valable dans toutes les professions, si on veut évoluer. Alors, c'est une méthode efficace qui est intensive et adaptable à chaque situation. Lors d'une première séance, on va analyser la situation et définir un objectif final. À chaque séance, on va définir des micro-objectifs qui vont dans le sens de l'objectif final. Vous passez à l'action, je vous challenge et vous aide à vous dépasser en vous apportant des outils et une méthode efficiente. C'est une méthode qui vise l'excellence, elle vise l'alignement. Qu'est-ce que l'alignement? C'est faire des choix cohérents par rapport à nos valeurs et envies profondes. Il y a un suivi hebdomadaire si nécessaire et désiré, car les deux mots d'ordre du coaching sont vraiment le respect et l'autonomie du coaché. J'y apporte de la rigueur. Et alors, le meilleur allié dans la réussite de votre projet, c'est vous. Alors, je vous aide à vous auto-booster. Comment? Pour moi, c'est un mode de vie. Donc, j'y apporte, si le coaché le souhaite, une discipline. On a introduit une discipline dans sa vie avec une routine qui n'est pas de moi, mais on sait l'adapter. Je m'inspire de Miracle Morning de Hal Elrod, Savers, donc ça veut dire silence, affirmation, visualisation, exercice, lire et écrire. Ce, en général, chaque matin, pour bien commencer la journée. J'ai mis objectif de vie, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un travail de développement personnel tous les jours, soi-même. On s'auto-coach. Et objectif de vie, parmi vous, je pose une simple question, mais parmi vous, parmi votre entourage, qui se rappelle tous les jours quelle est sa mission de vie, son objectif de vie? À mon avis, je ne dois pas me tromper, mais pas beaucoup de monde. Pour ce faire, je collabore aussi avec un coach en diététique, un coach sportif, et là je rejoins Jean-Marc sur ce qu'il disait, donc qui s'est remis au sport et les bienfaits du sport. Parce que je pense que
travailler le mental sans travailler le corps, c'est un peu du non-sens. Les deux sont indispensables, un peu comme le quotient intellectuel et l'intelligence émotionnelle qui sont compatibles. Donc, un esprit sain dans un corps sain de Thalès. J'ai écrit un article sur mon blog « Êtes-vous un sportif de haut niveau ?» dans votre catégorie et je parle de ça finalement. Je compare un peu le mode de vie des entrepreneurs, cadres, managers et celui des sportifs de haut niveau. Je vous invite donc à aller lire cet article qui est super intéressant. Alors, ma spécialité, la programmation neurolinguistique, la PNL. Je ne vais pas commencer à vous faire tout l'historique de la PNL. Je ne pense pas que ça va être super intéressant aujourd'hui, mais c'est la science de l'excellence. Elle s'intéresse au comment plutôt qu'au pourquoi. Comment vous aider à devenir excellent grâce à la modélisation. Qu'est-ce que la modélisation? C'est un processus permettant d'analyser des comportements de réussite, d'en déterminer les conditions de succès et de les reproduire. Les enfants, par exemple, pratiquent beaucoup la modélisation. Ils imitent. C'est ça, en fait. Comment vous aider à changer de regard sur votre situation? En atténuant, voire en limitant, excusez-moi, j'ai mal lu. En atténuant vos croyances limitantes, mais voire même en les éliminant, tout en renforçant vos croyances portantes. Alors ici, on parle de croyances et je pense que Jean-Marc, si j'ai bien écouté, tu en as quand même beaucoup parlé hein, du moule, en fait, dans lequel on nous a mis. C'est bienveillant et bien entendu, mais il faut sortir de ce moule. Et comment y parvenir? En travaillant sur les croyances. Comment vous aider à vous dépasser? En prenant conscience des ressources qui sommeillent déjà en vous. Et j'ai vu passer le mot ressources tout à l'heure quand on parlait du talent. En effet, c'est aller voir dans des situations passées quelles ressources vous avez déjà eues, qui étaient déjà là en vous, et les appliquer aujourd'hui, les utiliser dans la situation qui est un peu complexe aujourd'hui. Alors, quelques outils. Urbain a parlé des niveaux logiques de Robert Dills. Donc, c'est dans quel monde idéal j'aimerais vivre. Alors, ça fait un peu Walt Disney, ok, mais c'est super intéressant. C'est pour qui, pourquoi de plus grand que moi, je fais ceci. Alors, Simon Sinek en parle, il prend comme exemple la société Apple dans le cercle d'or. Tout commence par le pourquoi, finalement, la mission de vie. Steve Jobs avait cette habitude lorsqu'il créait un nouveau produit pour faire en sorte que son équipe le suive. Il expliquait pourquoi il créait ce produit plutôt que de parler des spécificités techniques. Parlons maintenant du cercle de l'excellence et des ancrages. C'est encore une fois pour aller chercher des ressources dans le passé, faire un ancrage, donc vraiment s'associer à cette ressource dans le passé et l'associer avec la situation actuelle qui peut être complexe. Le changement d'histoire personnelle, donc je l'ai dit plus tôt, c'est le travail sur les croyances. Et alors la stratégie Disney, qui est un super outil pour les coachings d'équipe, pour développer la créativité, la cohésion d'équipe. La stratégie Disney, j'en parle vite fait. Si vous avez d'autres questions, on pourra en parler tout à l'heure. En fait, Walter Disney, quand il voulait réaliser un dessin animé pour avoir une belle cohésion d'équipe, il avait 3 salles. La salle du rêveur, la salle du réaliste et la salle du critique. Et donc, dans la salle du rêveur, c'était un brainstorming, tout est possible. Dans la salle du réaliste, on allait sur un plan plus détaillé, plus réaliste. Et puis, la salle du critique, un regard lointain, c'est-à-dire une prise de recul. Où est-ce que ça peut être une raison d'échec? Et alors, on passe plusieurs fois, on fait plusieurs fois le tour. On analyse, on va jusqu'au bout des choses et vous serez surpris de ce qui peut ressortir de ce genre d'exercice. Il faut savoir qu'en tant que coach, quand je me suis formé au départ, je veux dire, tous les exercices, je les ai vécus. Et donc, je suis convaincu de leur efficacité. Et celui-ci, en effet, au niveau de la créativité, c'est impressionnant. Alors, les conditions du succès, du coaching, Urbain l'a dit tout à l'heure, si l'équipe le veut, bien, la volonté, premièrement. Il y a la volonté, c'est indispensable. Sans volonté, on ne peut pas y arriver. Oser rêver, oser y croire, sortir de sa zone de confort et appliquer avec persévérance. Le bourdon qui volait malgré lui. Alors, il y a une théorie donc, selon laquelle le bourdon, en fait, a un rapport poids de son corps et le rapport de la taille de ses ailes qui ne lui permettent pas de voler. Mais il vole.
grâce à un rythme de 200 battements d'ailes à la seconde, il crée des petits vortex et alors il peut survoler. Il y a une autre théorie spirituelle qui dit, étant donné qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas voler, il le fait. Donc, je vois deux choses ici. De A, il ne sait pas qu'il ne peut pas, donc il le fait, un système de croyance, mais il redouble d'efforts pour y parvenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Je vous propose, en fait, comme on aime le faire dans les rencontres conférences du Hub Créatif et de Liège Créative, c'est donner l'opportunité à un jeune étudiant entrepreneur du Venture Lab de partager son projet sous un format très court, 180 secondes. Et donc, je vous propose d'écouter Thomas Osloff, qui est étudiant entrepreneur depuis octobre 2020 au Venture Lab. Et dans un format très court, il va nous partager son projet. Donc, tout d'abord, bonjour à tous et merci Urbain, David et Jean-Marc pour vos partages. C'était vraiment très inspirant et ça transmet de bonnes énergies. Et puis, merci aussi Karine de me donner l'opportunité de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Donc, pour brièvement me présenter, donc, je m'appelle Thomas Oslo, j'ai 25 ans et je suis écrivain et entrepreneur. Et si j'ai eu la motivation et l'envie aussi d'écrire des livres, c'est car j'ai su m'écouter. En fait, j'ai fait 2 ans en alternance dans une grande usine et je me rendais bien compte que voilà, ce n'était pas pour moi et que mon âme créative, elle mourait à petit feu en fait dans cette usine. Et donc, à travers différentes lectures et séminaires de développement personnel, j'ai pu me reconnecter avec ma passion d'enfance en fait, qui est l'écriture. Et à partir de là, je me suis dit, Thomas, mon petit coco, il est temps que tu te bouges les fesses. Donc voilà, je me suis bougé les fesses, j'ai écrit. Et après est venue la réflexion de commercialiser mon bouquin. Et je me suis découvert un autre talent, c'est celui d'entreprendre. Je me suis dit, tiens, pourquoi passer par une maison d'édition quand j'ai la possibilité de tout faire moi-même et finalement être l'unique décideur du plus grand projet de ma vie. Donc, suite à ça, je suis rentré au Venture Lab. Donc, le Venture Lab, c'est un incubateur de jeunes entrepreneurs à Liège pour m'accompagner dans ce projet d'auto-édition. Et au Venture Lab, ils ont une formation qui s'appelle Deep Insight, où on apprend justement, en lien avec la conférence du jour, à découvrir et à mettre des mots sur ses talents. Et franchement, c'était top parce que ça a confirmé ce que je pensais de moi. Et donc, il y a vraiment 2 gros talents qui sont sortis. C'est le talent d'influence, c'est booster les personnes et trouver les mots justes pour les convaincre. Donc, booster les personnes, ça rejoint à merveille les sujets que je développe dans mes livres. Et puis, trouver les mots justes, c'est l'essence même de l'écriture. Et le deuxième talent, c'est un talent relationnel. C'est construire des équipes en prenant soin des autres et bâtir des relations fortes. Et ce talent, je m'en rends compte en fait aujourd'hui, car dans le cadre de la communication pour mes livres, j'ai réalisé une chouette vidéo, une vidéo promotionnelle narrative dessinée, comme vous pouvez voir sur les dessins sur la droite. Cette vidéo, elle a bien marché et je me suis dit, il y a peut-être une opportunité à saisir. Finalement, 3 jours après, je signais un gros contrat pour 15 vidéos. Et là, j'ai recontacté les amis à qui j'ai fait ça et je leur ai dit, les gars, il y a de belles choses à faire ensemble et on a encore du chemin à parcourir ensemble. Et donc, dans ce projet, on est 4 et tous les jours, je vais mettre à profit ces talents relationnels. Je suis là pour les booster, les aider à rêver grand, amener une positivité, mettre en avant aussi ce qu'on fait et surtout mettre en avant notre art. Et à contrario, eux me renvoient l'appareil car sans leur talent, je serais nulle part. Premièrement, ils ont des talents artistiques. Ce sont des dessinateurs, compositeurs, musiciens, monteurs. Et grâce à ça, on peut réaliser les vidéos. Et puis, deuxièmement, on se complète aussi sur des talents qui sont liés au caractère. Donc, ils ont des talents d'adaptabilité, d'empathie, d'harmonie et surtout de communication. Et c'est super important parce que ça permet d'éviter les non-dits et de construire des relations solides. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment le talent qui est le plus important pour moi avec les personnes avec qui je travaille, c'est ce talent de communication. Que ce soit dans mes projets actuels ou dans mes futurs projets, la première chose que je vais regarder sur une personne, c'est qu'il a ce talent de communication. Car je sais que sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Et voilà, on a vraiment… ces mecs-là, ils ont des centaines de talents, ils sont magnifiques et on se complète. Et se compléter, c'est le plus important. Car je ne supporterais pas travailler avec quelqu'un qui me ressemble, qui a le même talent, qui a le même caractère que moi. Et je terminerai par dire que cette complémentarité, elle nous permet d'avoir une gouvernance collaborative. Et je tiens vraiment à partager là-dessus parce que je pense que c'est l'avenir de l'entreprise de demain, la gouvernance collaborative. Même si c'est moi qui vais amener les stratégies, les réflexions, mais si on a une prise de décision, cette prise de décision, elle se prend à 4. Je ne voulais pas que ce soit mes employés, je voulais vraiment qu'on soit à la même échelle. Et finalement, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous êtes curieux de savoir ce que je fais, vous pouvez
me rejoindre sur ma page Facebook Thomas Oscos écrivain. Je serais vraiment heureux qu'on puisse échanger en profondeur et vraiment avoir une belle discussion. Et si vous êtes curieux de découvrir mes livres, mon livre L'héritage est disponible donc à la traversée à Verviers ou bien sur mon site web thomasoscos.com. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Merci Thomas.